Remember when you talk dirty. Notre entrée, nous, on l'a fait le 4 octobre. On est grave au taquet, quoi. Black Myth Wukong. Alors, je le dirai pas comme ça, hein. Je vais dire Black Myth Wukong, vite, parce que c'est chiant à dire quand même. Ou Wukong, je pourrais le dire. Alors moi, je kiffe le jeu. Alors, je suis très emmerdé parce que je m'étais dit, bon, on va pas tourner avant début octobre. C'est bon, je vais avoir le temps de finir le jeu. Mon cul, ouais. J'en chie, là. Là, j'en chie. Donc, je suis quand même arrivé, j'arrive de la fin. Hein. Je suis au chapitre 6. C'est le dernier chapitre du jeu. Là, donc, j'ai presque fini, mais j'ai pas fini, pour être tout à fait honnête. Et si je voulais parler de Black Myth Wukong aujourd'hui, outre le fait qu'en termes purement créatifs et œuvre de fiction, c'est quand même, pour être tout à fait honnête, le truc que je kiffe le plus depuis 4 mois, et que j'ai pas vu de film, que j'ai trouvé aussi kiffant, entre guillemets, à chroniquer que ce jeu-là. Et en plus, parce qu'il est un des symptômes de ce qui est en train de se passer dans le jeu vidéo aujourd'hui, et que je trouve que c'est intéressant d'évoquer, vu qu'on est quand même... Tu vois, je sais pas, moi, sur le cinéma, on a entendu plein de trucs, sur les plateformes, on entend plein de trucs sur « Ah ouais, non, mais tu comprends, le Covid, les blockbusters, ils sont pas là. » Donc, au bout d'un moment, ça traîne, tu les attends, les trucs qui vont te retourner le cerveau. Voilà, au bout d'un moment, tu dis « Ah, au moins, ça bouillonne un peu dans le jeu vidéo, il se passe un peu des trucs, même si là aussi, il y a plein de galères et que tu désespères aussi de voir des trucs un peu différents se produire. Il n'empêche que j'ai pris une claquasse. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui, pour lancer cette rentrée très tardive, on ne va pas parler cinoche, mais jeux vidéo, avec une petite déclaration d'amour à Black Myth Wukong du studio Game Science, qui revisite un classique du roman fantastique chinois, déjà adapté dans une pléthore de films et de séries, la célèbre Pérégrination vers l'Ouest. Je voulais en causer d'abord parce que j'ai plus kiffé ce jeu que la majorité de la production cinématographique estivale, parce que c'est un carton cosmique inattendu alors qu'il n'est sorti qu'en digital sur PS5 et Steam, parce qu'il confirme un changement de paradigme dans une industrie du jeu vidéo sclérosée qui voit la montée en puissance continue de l'Asie face à des entreprises anglo-saxonnes en crise, et enfin parce qu'il rappelle avec conviction la force évocatrice des mythes, quand on en comprend la symbolique, quand on en respecte les codes avec déférence, et quand on en transcende artistiquement le folklore. Ce n'est plus un secret pour ceux qui suivent ce podcast que mon appétence pour le cinéma s'est largement déplacée du contenu anglo-saxon, de plus en plus médiocre, vers la création orientale et latine, tout aussi crétinoïde parfois, mais 1000 fois plus galvanisante. Aujourd'hui, un polar italien ou espagnol, un actionneur indien ou un animé japonais procure plus de fun, de réflexion ou d'implication émotionnelle que n'importe quel blockbuster ricain et autres bidons de lessive pour plateforme. Et il en est de même du jeu vidéo, depuis ce dernier chef-d'œuvre qui était Red Dead Redemption 2, parangon d'une réflexion complexe sur le crépuscule des mythes américains, qui annonçait symboliquement, à l'heure du game as a service, la fin d'une certaine approche créative. Aujourd'hui, la bascule est actée. C'est l'Asie qui a pris le relais et qui prouve désormais, avec Black Myth Wukong, mais aussi Elden Ring ou Stellar Blade, que c'est en revisitant intelligemment des mythes immémoriaux, quel que soit le folklore qui les déguise, c'est-à-dire en les embrassant avant de nous laisser le soin d'en questionner les allégories, qu'on touche à l'universalité. Certainement pas en rationalisant l'imaginaire ou en sacrifiant l'essence même de la dramaturgie sur l'autel du parc à thème, comme dirait Scorsese. Ce changement de paradigme, il est quand même là. Tout ce sur quoi on pensait que ça allait cartonner se ramasse, mais d'une force. Quand tu vois ce qui arrive à Concorde, 7 ans de développement, 400 millions de dollars de budget. Les mecs, ils vendent à 1000 personnes. Et qu'est-ce qui se passe après? 15 jours après, Sony shut down le jeu et rembourse les gens. C'est le plus gros budget jamais foutu sur un jeu par Sony, et c'est le plus gros bid de son histoire. Tu te dis, au bout d'un moment, il va falloir se poser des questions. Ce qui est intéressant avec Black Myth, c'est que c'est le méga carton que personne attendait. C'est intéressant de se demander pour quelle raison. Alors moi, j'ai une raison que j'évoque là-dedans. Maintenant, il y en a d'autres qui sont économiques. Tu vois, il y a aussi
cette dimension managériale qui fait que des boîtes comme Ubisoft sur Star Wars, comme d'autres sur d'autres gros jeux, c'est des énormes équipes, c'est des mastodontes avec une intervention permanente du marketing, de plein de trucs, il y a plein de croûtes, plein de layers. C'est ce qu'on appelle du design by committee, tu vois. C'est-à-dire, même si tu peux avoir un creative director qui va driver un certain truc du jeu, il faut que ça soit quand même le mec le plus solide de la Terre pour arriver à composer avec toutes les exigences, les études de marché, les bidules qu'on lui fout dans la gueule, qui sont souvent des a priori complètement faux, qu'on fout dans la gueule des mecs. Et ils doivent composer avec 1000 trucs. Et là, une toute petite équipe. D'ailleurs, la Chine n'avait jamais fait de gros AAA. Ils avaient beaucoup de boîtes qui faisaient des jeux pour téléphone portable. Tu sais, et d'ailleurs, Game Science faisait des jeux pour téléphone portable, tu vois. Mais les mecs, ils avaient ce rêve de faire un AAA. On leur a dit, mais vous n'y arriverez jamais, et tout ce que tu veux. Ils ont hypothéqué. Le mec, il a hypothéqué sa baraque. Et ça cartonne. Au final, tu regardes les jeux qui sortent, et tu te dis, ouais, bah, les deux meilleurs jeux, là, en ce moment, c'était quand même, c'est Black Myth et c'est Astro Bot. Alors, il y a aussi Space Marine 2 qui marche super bien, et là, tu te dis, ah ouais, donc, tu vois, tout ce que vous ne voulez plus faire, là, t'as une bande de Texans qui sont dans leur truc, qui disent fuck off, nous, on continue à faire le Warhammer comme il y a 40 ans, on vous sort le Space Marine comme on a envie de le faire. Ah, ça marche. Peut-être qu'au bout d'un moment, les injonctions, tu vois, du marketing, des financiers, des costards cravates en haut, il ferait mieux de fermer leur gueule et de laisser des artistes faire leur travail. Et donc, il n'y a pas besoin de 1000 mecs, en fait. Donc, il y a tout un mode de fonctionnement qui est à revoir. Mais ça, c'est le danger dès que tu deviens gros, bah, tu crées une inertie et tu crées des énormes problèmes, surtout dans une industrie créative. C'est ce qu'on voit au cinéma, c'est ce qu'on voit, tout ça. Et au bout d'un moment, tu ne peux pas créer si tu passes ton temps à essayer d'être safe. La création n'est pas safe. Et ils voudraient sécuriser des process de création qui ratisseraient large. C'est impossible. Et c'est tout le principe de Wukong. C'est que si tu es exigeant, que tu n'écoutes pas, que tu es dans ton truc créatif, que tu essayes de construire quelque chose sur la base d'histoire, de mythes et d'un imaginaire que tu respectes, que tu comprends et que tu traduis intelligemment, il a une valeur universelle. Je défie 80% des gens qui vont jouer à Black Myth Wukong de tout comprendre dans l'histoire. On est vraiment dans un récit typiquement chinois, avec des valeurs et des mythes et des questionnements typiquement orientaux. On n'est pas du tout dans, si tu veux, le judéo-christianisme anglo-saxon. Et pourtant, moi, je joue le jeu, et les questionnements moraux qui ont valeur pour la condition humaine, alors même que tu es dans un jeu où tu joues qu'avec des démons, des animaux et tout ce que tu veux, 1000 fois plus intéressant que tout ce que je vois provenant des pays anglo-saxons. Bref, donc moi, un Black Myth Wukong qui sort avec 3 mecs dans leur coin qui disent « fuck everyone, on fait ce qu'on a envie de faire », et au final, ils le font super bien, ah ben je suis méga content qu'ils se prennent un super carton cosmique et qu'ils puissent proposer des trucs derrière. La taylorisation mondialisée de contenu sans âme pour des gamers pris pour des vaches à lait élevés à l'idolâtrie de franchise a sans doute encore de beaux jours devant elle, mais les tableaux Excel des technos cravatés se fissurent. Et les contre-propositions venues de l'Est, souvent plus humbles, commencent à leur rappeler qu'aussi consommateur décérébré puisse-t-il être, le public a toujours besoin qu'on lui raconte de bonnes histoires et de préférence bien exécutées. Elle est pas belle cette introduction, hein? Elle est longue, hein? Je fais des introductions presque plus longues que mes textes maintenant. Mais tu sais, je fais toujours ça pour que là ils se disent, en lisant le texte, là je vais mettre mon petit extrait. Sorte de mix jouissif entre du Dark Souls et du God of War, dans lequel on incarne un singe balèze en kung-fu qui quête des reliques permettant de faire revivre le célèbre Son Wukong du roman, Black Myth est pourtant loin d'être un jeu révolutionnaire.
Divisé en chapitres correspondant aux divers environnements de notre périple vers l'ouest, le jeu se construit comme un action RPG assez classique, où l'on arpente des couloirs et des zones semi-ouvertes, plutôt limitées en termes de level design, avec quelques quêtes annexes tortueuses et des lieux secrets à débloquer. Mais c'est avant tout un boss rush, tant les faibles ennemis qui peuplent les lieux ne servent qu'à leveler entre les boss, une centaine au total, qui s'enchaînent à peu près tous les 50 mètres. Peu novateur dans son principe, le jeu n'est pas non plus exempt de défauts, comme ces putains de murs invisibles qui s'affichent en laissant des perspectives que l'on aimerait explorer, une courbe de difficulté en mode je m'en bats les glaouis, ou des crashs récurrents en pleine fight, ce que j'ai personnellement subi sur ma PS5 à la con. J'aurais pu ajouter une sortie entourée de polémiques débiles, voire une réflexion sur le soft power à la sauce comité central, mais ceci est une autre histoire. Ça, c'est une discussion. Excuse-moi, je fais des digressions, mais tu vas les mettre, hein, parce que on est comme ça, là, ici, on est libre. Mais c'est marrant, parce que c'est des vraies discussions. Moi, le comité central. Voilà, c'est toi le comité central. Mais j'ai eu des vraies discussions avec plein de gens, là, dont certains avocats que j'ai rencontrés. J'ai discuté avec des mecs spécialisés, tu vois, en droit constitutionnel et tout ça. Mais c'est ce qu'ils te disent à tout niveau, même sur les interprétations. Aujourd'hui, tout est teinté politiquement. Ça a toujours été d'une manière ou d'une autre, hein, c'est pas la question. Mais aujourd'hui, la création, elle ne vit pas dans la marche parallèle du monde, tu vois ce que je veux dire. Elle est directement impactée par tout ce qui passe, que ce soit les modes de consommation, que ce soit les supports, que ce soit les idéologies qui se percutent, que ce soit la façon de raconter des histoires, qui n'est plus du tout la même. Donc il y a plein d'éléments, mais ce qui est terrible, c'est l'autocensure, que moi je vois partout. Moi, j'ai vu pas mal de films récemment, des films fantastiques, tout ça, et je me dis, putain, c'est quand même dingue. Il y a encore 8-9 ans, qui pouvaient se lâcher. Là, aujourd'hui, tu sens, mais il y a des trucs aussi basiques que le degré de violence ou le degré de giclasse de sang que tu vas mettre dans un film d'horreur. Tu dis, le film d'horreur, le film fantastique est en train de se transformer en considération sociale non violente, autocensurée, qui fait qu'il perd toute son essence, toute la quintessence d'un projet transgressif. Ça le perd. Et à tout niveau, c'est ça. Et c'est quand même triste. Tu te dis, n'importe où, tu peux même plus évoquer des trucs sans que ça crée une polémique, des fois sur la base de rien. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc voilà. Quand je dis c'est une autre histoire, ça veut dire je m'interdis d'en parler. Voilà, on est clair. Qu'est-ce que je voulais dire sur les trucs avant? Oui, alors parce que... On s'en fout. Non, parce que là, on va parler après des choses un peu de ce que moi, je ressors du jeu, mais en termes de gameplay... Ah putain, le jeu, il a l'air con au départ, parce que moi, j'aime pas les jeux à couloir. Et... je me suis battu même quand j'étais dans le jeu vidéo en disant à certains créas, tu vois, je leur disais, ok, non mais ton monde il est limité. Ça se pose, c'est souvent une question qui se posait. Même dans un open world, comment tu peux justifier narrativement ou dans un world building le fait que ton monde est limité? Alors, il y a des murs, tu mets une chaîne de montagne parce que tu peux pas dépasser la chaîne de montagne. Et puis il y a ceux t'as les mecs qui essayent de trouver quelque chose d'élégant pour le cacher, et puis il y a ceux qui sont en mode ouais, je m'en fous, c'est le jeu, tu peux pas aller là, tu peux pas aller là. Bon, je dis ok, tu peux pas aller là. Mais alors, là où tu peux pas aller, es-tu obligé de mettre un chemin qui va vers la clairière un peu plus loin? Parce que tu te dis, ok, un chemin, ah non, merde, j'ai un mur invisible. Et là, tu dis, non mais vous êtes des bâtards, parce que tu vois, mets-moi une barrière, et c'est bon, j'ai compris que je peux pas y aller, et je l'accepte, et ça me frustre pas. Mais si tu me mets un chemin, et que je peux pas y aller, il y a un... Ben, alors ça, pour moi, c'est le défaut majeur de Black Myth Wukong. S'ils font des environnements super, alors c'est un truc où ils ont été très malins pour la beauté du jeu, et qui est aussi très respectueuse de leur patrimoine, c'est que tous les décors qu'il y a dans le jeu sont des décors mythologiques comme ça, mais ce sont des décors existants. C'est-à-dire ils sont allés filmer intégralement, scanner intégralement les temples, les statues, les portes ornées qui sont faites des fois d'une richesse architecturale absolument dingue, tu vois. Et ils sont allés tout scanner, et puis évidemment, ils ont enrobé le tout après d'effets de lumière, d'effets de SFX, de choses qui te donnent une ambiance un peu plus mythologique. Mais ça participe du truc. Alors... ces putains de murs invisibles, là, ceux-là, c'est les plus mal gérés que j'ai vus depuis je sais pas combien de temps, parce que c'est tellement beau partout, t'as envie d'aller partout. Et là, mais ils sont centièpes, les mecs, ces gens,
tu vois le carré de mur invisible qui t'empêche de progresser, et tu fais, oh, sans déconner, mais je sais pas, cache-le-moi, quoi, ou fais un truc. Bon, bref, voilà. Ça, c'est vraiment le défaut qui m'a cassé. Et puis, effectivement, la courbe de difficulté. Parce que c'est quand même un jeu où, dès le deuxième chapitre, ou le premier même, je sais pas, tu te tapes déjà des... Parce que tu vois que tu te tapes des boss durs, d'accord, mais il y en a certains, tu dis, mais avec le peu de pouvoir que j'ai au début, là, il y en a un là. Tu sais, l'habitude, t'as une jauge des mecs, là. Et puis, à un moment donné, t'arrives et t'as un premier boss, bon, qui va comme les autres. Et puis, tu te rends compte que c'est la première fois que tu crois l'avoir battu, cinématique, et il revient encore plus fort. Donc, c'est-à-dire que tu dois, avec ce que t'as, gérer une double fight, en fait, tu vois. Mais t'as rien au début. T'as une pauvre courte de merde pour te mettre un coup de vie, et t'as un pouvoir avec ton bâton, et ils te foutent un bâtard que j'ai mis une plombe pour réussir à le niquer, quoi, tu vois. Et puis pareil, des fois, tu vas passer un chapitre où tu vas être en mode tranquille, je les faille tous, puis tout d'un coup, tu tombes sur un os, et là, t'as un truc, et tu fais, ah putain, la misère. Il y en a un, j'ai failli lâcher le jeu, hein. Il y en a un, j'en pouvais plus, le Langue Doré, je peux te le dire, c'est le Langue Doré. Je crois qu'il s'appelle, non, le Cyan Lang. Ce salopard là, j'ai passé une plombe, mais purée, mais j'avais envie de péter ma manette au bout d'un moment. Mais ça reste un jeu génial. Bon, voilà, bon, bref. Malgré tout ça, ce jeu conçu par une petite équipe comme une ode à la beauté des mythes et des paysages chinois s'est vendu à 10 millions d'exemplaires en 3 jours et probablement plus de 20 à l'heure où j'écris ces lignes. C'est dire l'impact fantasmatique qu'il a provoqué et dont les raisons vont bien au-delà de ses qualités d'exécution les plus évidentes, à savoir des mécaniques de combat démentes, des animations géniales, des cinématiques spectaculaires et surtout une beauté visuelle stupéfiante. Loin d'une simple fascination pour un exotisme de pacotille, cette dernière laisse bouche bée parce que le jeu sublime des paysages existants et de véritables édifices historiques, soulignant l'évidence que les mythes, le folklore, la culture et la spiritualité antédiluvienne qui les sous-tend s'inscrivent d'abord dans la géologie. Là, je reprends un petit peu ce que dit Baudrillard, tu vois, quand il parlait de l'Amérique. Alors, Baudrillard a été un mec très contesté, philosophe, pour X raisons débiles. Moi, j'ai lu à une époque tous les Baudrillard. Le mec, il a juste préfiguré le monde dans lequel on est, mais puissance 1000, et depuis un moment. Et il parlait de ça quand il parlait de l'Amérique. Il appelait ça l'anéantissement de la culture dans la géologie. J'ai toujours trouvé cette formule assez géniale parce qu'elle sous-tend, au-delà de sa perception de l'Amérique, elle sous-tend qu'évidemment, toute forme de civilisation, toute forme de culture, toute forme d'échange entre les peuples, toute forme de croyance, elle est totalement tributaire de ta topographie, en fait. Elle est tributaire de là où tu es. Je veux dire, que Los Angeles se construise comme ça s'est construit et que Paris se construise comme ça s'est construit, c'est tributaire de l'espace, de la topographie, de la géologie, du temps, de mille choses qui sont très concrètes. Donc quand je parle d'universalité, c'est que l'universalité ne peut pas être un élément purement abstrait et philosophique. Et ce que je disais au début de l'émission, pour moi, c'est vraiment fondamental. Et c'est ce que j'ai l'impression que toute une frange, allez, je vais même pas dire de créatifs, parce que c'est plus vaste que ça, c'est toute une frange de N+1, de boss, de directeurs, de PDG, de gens qui tiennent les plus grosses boîtes de l'entertainment aujourd'hui, ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de volonté d'embrasser le plus large public sans comprendre comment une création devient universelle et peut toucher réellement un large public, quelles que soient ses origines, quel que soit son pays, quelle que soit sa culture. Et ça part de choses qui fédèrent. Donc ça part de questionnement. Comment, à travers l'imaginaire, je traduis ce qui est commun à la condition humaine. On ne va pas revenir, mais c'est ce qu'explique dans ses mythes Campbell depuis Pétaouchnok. Ça, ils n'ont plus compris aujourd'hui. Ils prennent le problème complètement à l'envers, en fait. Et là, ce que je trouve génial, c'est qu'à aucun moment, ce jeu-là ne te dit je vais te convaincre que c'est bien le folklore chinois, ou je vais essayer de t'expliquer la spiritualité chinoise, ou alors je vais vulgariser mon patrimoine culturel pour que tu le comprennes. Non, il l'embrasse tel qu'il est, mais si c'est bien fait, ça traduit des questionnements qui connecteront au questionnement de ceux qui ne connaissent pas cette culture. C'est le principe, ça, de l'universalité. Et ça, plus personne ne l'évoque, tu vois. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour moi d'essayer de faire comprendre. Black Myth Wukong ne cartonne pas parce qu'il est mieux en termes de gameplay qu'un autre jeu, parce qu'il est plus beau en termes de gameplay qu'un autre jeu. Non, il y a des jeux qui tout aussi beaux, tout aussi bien foutus en gameplay. Qu'est-ce qui fait que ça touche des gens alors qu'il fait
l'inverse de ce que fait la création occidentale depuis 10 ans, qui te mâche tout le travail, qui t'explique tout depuis le début, dont les algorithmes te tendent la main comme si tu étais un teubé de maternelle et dont on te sent obligé de tout expliquer pour te dire, tu vois, c'est comme ça qu'il faut penser les choses. Ces mecs-là, à aucun moment, ne te tendent la main pour te dire je vais t'expliquer. Ils en ont rien à foutre, c'est pas ça. Parce qu'ils savent que l'histoire et les mythes qu'ils racontent, par eux-mêmes, ont une valeur universelle. Et je reviendrai là-dessus derrière, et pourquoi c'est brillant dans ce jeu. Loin d'une simple fascination pour un exotisme de pacotille, cette dernière laisse bouche bée parce que le jeu sublime des paysages existants et de véritables édifices historiques, soulignant l'évidence que les mythes, le folklore, la culture et la spiritualité antédiluvienne qui les sous-tend s'inscrivent d'abord dans la géologie. Premier attrait du jeu, la beauté de ce monde à la fois réel et mythologique n'est en réalité qu'une porte d'entrée magnifique de roublardise, car elle devient progressivement, sans que l'on s'en rende compte au départ, le miroir de son récit spirituel, tour à tour ludique, contemplatif et tragique, mais surtout de sa philosophie. Une philosophie ancestrale dont le bestiaire folklorique n'est que l'allégorie, où se croisent confucianisme, bouddhisme, taoïsme et superstition locale, que le jeu ne véhicule pas là encore par affaîtrie exotique, mais qu'il infuse autant dans son histoire que dans son gameplay pour en divulguer toute la sagesse, mais aussi tous les questionnements les plus difficiles. À l'heure où l'Occident a le spirituel en berne, s'inventant une supériorité morale qui n'a d'égal que sa vacuité, Wukong replace le spirituel au cœur des enjeux du récit et du gameplay, comme socle d'une réflexion philosophique à contre-courant. Malgré le minimalisme de son écriture, presque entièrement pensée comme une succession de sutras illustrés, le jeu ne perd jamais de vue la substantifique moelle du roman dont il s'inspire, et qui, sur un mode picaresque, questionne la condition humaine. Plus subversif qu'il n'en a l'air et finalement plus proche des 3 premiers God of War que des nanars bien pensants qui ont suivi, Wukong laisse la sagesse s'exprimer dans les dialogues, mais confronte nos acquis moraux dans le gameplay. Petit à petit, on mesure que l'héroïsme de chacune de nos victoires dans le jeu se heurte à la nature véritable de ce que l'on a vaincu, en un effet miroir déstabilisateur pour celui qui prend la peine de s'interroger. Car aucun des personnages ou adversaires rencontrés n'est allié ou ennemi, l'un pouvant devenir l'autre. Et notre avatar lui-même se teinte au gré de sa quête de la même ambiguïté. Après avoir vaincu dans la douleur un boss de fin de chapitre, on se prend alors à découvrir son histoire sous forme de petits courts-métrages animés, et chacune d'entre elles, qu'elle soit poignante ou immorale, est une leçon de vie d'une justesse incroyable qui ne se complaît jamais dans une indignation factice et prémâchée, mais interpelle de facto la nature des combats que l'on vient de mener. Quand tu as fini un boss, tu as une séquence animée. Et ce qui est génial, c'est que chaque chapitre, l'animation est différente. Tu vas avoir créativement, c'est magnifique. Tu vas avoir un truc à la Ghibli. Alors vraiment, un univers à la Ghibli. Tu vas en avoir un autre, c'est à la stop motion, comme des marionnettes. Tout super bien fait, donc avec des styles différents, des matériaux différents pour les créer, donc extrêmement artistiques et super bien faits. C'est des éléments que tu retrouves dans le roman, mais on pourrait glisser sur l'intrigue et pourquoi je passe d'un endroit. Non, les mecs, tu viens tuer un mec, tu es tout content de lui niquer sa gueule parce que t'en as chié sa mère pour l'avoir, il te raconte pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Et des fois, c'est bouleversant. Et des fois, c'est complètement amoral. Mais ça te parle de tout ce qui fédère l'humanité. C'est-à-dire, c'est des contes. C'est comme des petits contes à chaque fois. Et ces petits contes ont une valeur morale sur la cupidité, sur l'amour, sur la trahison, sur la corruption, sur plein de trucs. Mais c'est fait en embrassant des figures mythologiques et un imaginaire qui est génial et qui te le fait ressentir. Et plus tu avances dans le jeu, moi jusque-là, quand j'ai niqué que j'arrivais au boss du chapitre 5, là, ce bâtard-là, et pendant le combat, t'es surplombé par une divinité qui a une espèce de look de bélier, là, que dans notre Occident, on traduirait par quelque chose de sataniste, tu sais, le bélier, et tout ce que tu veux, qui doit avoir une toute autre signification dans le folklore chinois. Et du coup, autre aspect génial du jeu, t'as envie d'en savoir plus. Moi, je joue le jeu, j'ai envie d'aller lire La Pérégrination vers l'Ouest.
J'ai envie d'aller comprendre quelle est l'allégorie de truc, et à quoi correspond cette déité. Enfin, tu vois, c'est ça le partage. C'est ça la puissance des différences. De tout d'un coup te dire, je vais m'ouvrir à un autre monde, comme on s'est ouvert au cinéma indien, parce qu'on ne le connaissait pas, tu vois. Et ils arrivent à te faire ça, mais cette déité-là, qui t'arrive à ce truc-là, et qui te résume, en gros, ce que tu as fait depuis le début du jeu. Et qui te dit, mais tu es prêt à tout, en fait. À briser les familles, à séparer des pères de leurs enfants. Toi, et là, tu prends le truc, tu dis, bah ouais, en fait, c'est vrai, merde, j'ai fait tout ça. J'ai buté plein de mecs, mais ils étaient en train de mener leur truc tranquillou bilou, et moi, je suis venu foutre le bordel. Avec tout le monde qui, en même temps, s'interroge sur qui t'es vraiment. T'es pas Sun Wukong, puisque dans la première scène, t'as vu que Sun Wukong, il s'est fait dégager par une autre déité encore plus balèze, dont tu te doutes que tu vas sans doute te la confronter au final. Mais t'es qui? T'es qui, toi, le prédestiné, cette espèce de singe? Vas-tu devenir Sun Wukong ou pas? Enfin, donc, il te crée une ambiguïté. Et comme ton personnage, comme toujours, ce que j'adore, moi, vraiment, dans les jeux asiatiques, qu'il y a chez Nintendo, qu'il y a tout ça, c'est que eux, ils sont littéralement dans la logique de c'est ton avatar. Donc, grosso modo, je te fais déjà plus ou moins accepter une physionomie, mais je ne vais pas, en plus, t'imposer une façon de penser. Donc, en fait, je crée des personnages, c'est Alice au Pays des Merveilles, hein, je crée des personnages qui te renvoient à la gueule des questionnements que toi, avatar qui joue, bah, devrais logiquement, si tu as un minimum d'intelligence, te poser, ou en tout cas ressentir que ce que tu fais, des fois, t'apparaît positif, des fois, t'apparaît négatif. C'est là un jeu intelligent, un jeu malin, c'est qu'il sait jouer avec ce rapport d'interactivité et d'identification. Et ça, c'est génial. Moi, mais tu vois, c'est au-delà de... Là, c'est pour le coup presque au-delà de la question asiatique, ou enfin orientale, occidentale. C'est la façon dont tu comprends un matériau créatif et comment tu construis un imaginaire créatif. C'est toute la valeur des mythes exposés que de nous inciter à y voir le reflet de notre âme pour y sonder les tourments et de la quêter une plus grande sagesse, voire une illumination. On dit toujours que le diable est dans les détails, mais le génie aussi. Et Wukong le prouve avec une multitude de détails anodins et de petites idées malines, presque imperceptibles parfois, qui de l'environnement au récit en passant par le gameplay servent toute la même profession de foi philosophique. La consistance absolue de l'univers dépeint, mais surtout la consubstantialité à des fins thématiques de tous les éléments qui le composent, sont la grande force d'un jeu qui en ressort comme un modèle de réalisation. Mais il y en a une autre, bien sûr, et peut-être plus importante encore, celle de ne jamais prendre son spectateur pour un con que l'on devrait éduquer. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une des digressions précédentes. A contrario des produits génériques torchés par les mastodontes américains ou européens pour satisfaire un hypothétique consommateur mondialisé qui n'existe que dans les pubs, Wukong ne fait aucune concession à la peinture de son patrimoine, de sa culture ou de ses mythes locaux. Tout en assumant d'être le premier AAA chinois à vocation internationale, il n'explicite jamais ses particularismes, ne vulgarise jamais sa philosophie et ne trahit pas ses mythes sur l'autel d'un zeitgeist déculturé. Il fait confiance à la dextérité comme à l'intelligence de son public, d'où qu'il vienne, et du haut d'une spiritualité millénaire dont il montre aussi avec pertinence les dérives, nous demande simplement de méditer à ce qu'il nous propose. Je t'ai inspiré ce jour-là quand j'ai écrit ce texte. Mais non, mais je suis toujours inspiré quand les jeux ou les films m'emportent, quoi, tu vois. Et celui-là, moi... Et tu les reconnais, hein. C'est-à-dire que même quand tu vas passer 2 jours, ou 3 même, que tu peux passer sur un boss parce que tu n'arrives pas à le battre, bah, tu as toujours envie de continuer. Parce que tu as envie de voir ce qui se passe derrière. Moi, mes revenus en jouant ce truc-là, mes revenus... tellement de souvenirs des années 80, mais pas que du Stephen Chow, tu vois, mais des trucs tout droit sortis, d'histoires de fantômes chinois, de certains, voilà, de Wuxiapian, avec ces tigres qui savent se battre avec des sabres et tout. Enfin, t'es là, les masques, tu vois, tu sais, les masques du kabuki, là, bon, ça c'est japonais, mais ils ont ça aussi dans l'opéra de Pékin, donc tu vois des trucs, à un moment donné, t'es là, toi singe, tu crois que la brique, et tu vas tomber sur un mec en face qui fait du kung-fu encore mieux que Jet Li, et t'es là, c'est génial, les moves et tout. Enfin, ouais, moi j'ai kiffé tellement de trucs dans ce jeu, et puis tellement généreux
dans son folklore. Ils y vont, les mecs, ils y vont à fond les bananes. J'ai vraiment kiffé, quoi, avec des trucs que tu vois pas dans le jeu, même dans le bestiaire, avec où tu sais que tu vas en chier, et des fois même t'as peur, et puis tu te dis, ouais, mais en même temps, il a l'air complètement ridicule, ce boss, mais il est vénère, quoi, tu vois. Beaucoup de gens vont défendre ce jeu à juste titre, sur l'autel de sa technicité, sa beauté visuelle, son gameplay cool, son personnage cool et tout ce que tu veux. Et puis même le folklore chinois, parce que c'est hyper intéressant. Moi, j'ai regardé un peu les réactions des gens et ils comprennent pas tout, mais ça les fascine et ils échangent dessus et ils se posent des questions. Et je pense qu'il y a vraiment... C'est pas ce qu'il fait que les autres ne font pas. C'est plus encore que ça, c'est la manière dont c'est fait. Je te disais, quand tu tues un boss, tu vois son histoire dans un animé très créatif et tous différents les uns des autres et qui a tous une réflexion à te faire sur l'humanité. C'est pas une morale, j'ai dit morale tout à l'heure, mais c'est une erreur. C'est des allégories qui peuvent être des allégories noires et sombres et immorales. Mais elles t'interpellent parce qu'elles te posent des questions que l'être humain s'est toujours posées. Et quand tu as fini cette séquence, je trouve ça génial. Il te fait une espèce de tableau. Et tu as un très très beau tableau à la chinoise, très, très détaillé, richement détaillé, où en fait c'est un tableau du level que tu viens de passer, et où tu revois le boss, des environnements, et tu peux circuler dans ce tableau, et à certains moments, il y a des points d'intérêt, où tu vas dessus, et il t'en dit un peu plus sur l'histoire de quelque chose que tu avais créé. Moi, rien que cette idée qui découpe les chapitres, je trouve ça génial, quoi, en fait. T'es presque, t'as fini ton boss, t'es content de poser ta manette, et de te dire, non, putain, raconte-moi son histoire, c'est génial. Fondamentalement, qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit, toi, tu vas jouer Sun Wukong, c'est important pour toi. Mais ton personnage n'est pas ce qu'il y a de plus important. Moi, pour l'avoir vécu dans le milieu du jeu vidéo en Occident, on est dans la quête totale du player-centric, ce qu'on appelle le player-centric. Tout doit être fait autour du joueur. Et ça peut se jouer même en narration. Puisque tu proposerais un truc où ton personnage ne va pas sauver le monde, on va te dire, mais non. Il faut que ton personnage sauve le monde. Des fois, on était dans des conflits parce qu'on se dit, oui, non, mais d'accord, ok, mais là, on est dans un univers où cette notion-là ne marche pas. Créativement, narrativement, ça ne marche pas. Ah, mais si. Et là, tu as quand même un jeu où tu dois faire quelque chose, mais en même temps, tu es à la recherche de toi-même, donc tu as un mystère à décoder, et où tout ce qui se passe devant toi et qu'on te raconte quasiment en narration, c'est une façon de dire, hey, il y a un monde avant toi. Et là, tu es en train, toi, de pénétrer et de modifier fondamentalement ce monde. Est-ce pour un bien, est-ce pour un mal? On ne sait pas. Mais il y a cette façon de te sortir de l'équation qui est hyper intéressante. Voilà, on va citer Jack Nicholson. Hein. Tu t'adaptes à l'environnement ou l'environnement s'adapte à toi. Et c'est deux philosophies fondamentales. Il faut que je dise au revoir. Hein? Je peux le dire de façon différente. Je peux dire au revoir. Bon, voilà, 7 minutes Yannick Dahan qui risque d'être un peu longue, mais c'est pas grave, parce que sur des trucs qui font plaisir, c'est agréable de passer du temps, d'en parler. Moi, je donne ma vision des choses, chacun fait ce qu'il veut, envie de regarder, il regarde, pas envie de regarder, il ne regarde pas. Bon, c'est difficile de fidéliser des spectateurs à 7 minutes Dahan, vu qu'on ne sait jamais quand on la tourne, et des fois un mois et demi sépare une émission d'une autre, et c'est pas notre faute. Hein, on va le dire clairement, l'actualité est quand même assez décevante. Donc du coup, voilà, je vous dis à une prochaine fois, on ne sait pas quand. Ça va être à nous tous d'essayer de trouver la perle rare qui se cache quelque part à chroniquer et qui mérite qu'on y passe une demi-heure dessus. Parce qu'il y a des films qui sont sympathiques, mais de là, y passer une demi-heure dessus, non merci, quoi, tu vois. Et voilà, sur ce, à la prochaine.